Daniel Frost naquit en 1847 dans un petit village français. Son histoire ressemblait à tant d'autres, à une exception près. Il ne respirait pas lorsqu'il parlait. Dès ses premiers instants, les médecins furent perplexes face à cette particularité. Contrairement à tous les autres enfants, Daniel n'avait pas besoin d'air pour s'exprimer. Lorsqu'il parlait, l'air ne passait tout simplement pas par ses poumons. Personne ne comprenait comment cela était possible, mais tout le village finit par le considérer comme une sorte d'enfant prodige, une bénédiction ou une malédiction, selon les points de vue. Sa mère, Charlotte, femme d'une foi inébranlable, y voyait un signe divin, un don du ciel. Elle était convaincue que Daniel avait été choisi pour une mission plus grande. Son père, Henri, plus sceptique et pragmatique, préférait y voir une sorte d'erreur de la nature, quelque chose à corriger plutôt qu'à vénérer. En grandissant, les capacités de Daniel s'intensifièrent. Non seulement il parlait sans respirer, mais il s'exprimait avec une clarté inhabituelle pour son âge. Daniel n'avait pas besoin de mots pour communiquer. Son regard, ses expressions et son comportement suffisaient à transmettre ses pensées. Cependant, sa capacité à parler sans respirer commença à attirer une attention indésirable, principalement de la part des médecins de la ville voisine, qui y voyaient un phénomène défiant toute explication scientifique. Les premières visites des médecins à son domicile furent loin d'être amicales. Ils posèrent un nombre incalculable de questions, demandant des examens qui relevaient davantage de la cruauté que de la curiosité scientifique. Au lieu de chercher à comprendre, ils voulaient simplement étiqueter Daniel comme un cas extraordinaire, quelque chose à étudier, mais qui, au final, fut traité comme une aberration. Daniel, avec ses grands yeux curieux, ne comprenait jamais vraiment ce qui se passait autour de lui. Il savait que son don le rendait différent, mais il ne comprenait pas la peur qu'il inspirait aux autres. Parfois, lorsqu'il parlait, ceux qui l'entouraient étaient si effrayés qu'ils reculaient. C'était comme s'il était un secret enfoui en lui, attendant d'être révélé, mais le moment propice ne venait jamais. Cependant, Daniel ignorait quelque chose que personne ne savait. Son don n'était pas un simple phénomène biologique. Dans certaines situations, il révélait des choses que personne ne savait, évoquant des événements passés avec une précision effrayante. Lorsqu'il mentionnait des détails que même les adultes ne pouvaient connaître, l'expression de ses auditeurs se transformait en une expression indescriptible, un mélange d'étonnement et de terreur. Dans l'un des rares moments où Daniel se sentait à l'aise, assis à table avec ses parents, il a simplement dit « La mort a frôlé Madame Agathe la nuit de l'incendie. Elle l'ignorait, mais elle était marquée. » Sa mère, qui ne la quittait pas des yeux, la fixait, les yeux écarquillés, tandis que son père fronçait les sourcils. Charlotte savait que Daniel avait dit quelque chose que personne ne devait savoir, mais Henri soupçonnait autre chose. Il pensait que cela pouvait être une coïncidence. Cependant, il ne pouvait nier que, d'une certaine manière, Daniel semblait parler bien plus qu'un enfant de son âge ne devrait. Cette situation, comme tant d'autres, commença à diviser le village. Certains disaient que le garçon était béni, que sa capacité à parler sans respirer était le signe d'un esprit pur, tandis que d'autres craignaient le pouvoir invisible qu'il semblait posséder. Mais le plus intriguant, ce qui commença vraiment à attirer l'attention, c'étaient les paroles de Daniel. Comment savait-il des choses pareilles ? Comment pouvait-il avoir accès à des souvenirs ou des secrets qui n'étaient pas les siens ? Daniel ne comprenait pas la gravité de ces paroles, et il n'avait aucune intention d'effrayer qui que ce soit. Mais pour ceux qui l'entendaient, chaque phrase semblait provenir d'un lieu inconnu, trop profond pour être expliqué. Les médecins commencèrent alors à avancer une théorie. Le garçon posséderait une sorte de don surnaturel, ce qui ne fit qu'accroître la peur de son entourage. Entre-temps, le conflit entre le scepticisme du père et la foi de la mère s'intensifiait. Henri voulait emmener Daniel loin du village, consulter des médecins à Paris pour tenter de comprendre ce qui arrivait à son fils. Charlotte, quant à elle, pensait que Daniel devait rester où il était, car le destin de son fils était scellé et ne devait pas être changé.
L'état de Daniel bouleversait les relations familiales, et le petit village était partagé entre la peur et l'adoration. Ce qui semblait être une bénédiction se transformait rapidement en fardeau. À mesure que le garçon grandissait et que son don s'intensifiait, une question planait. Daniel Frost, l'enfant qui parlait sans respirer, était-il un ange envoyé pour sauver le village ou un démon incognito destiné à provoquer la fin du monde? Croyez-vous que Daniel possède des pouvoirs surnaturels ou la science peut-elle tout expliquer? Partagez votre avis dans les commentaires. Au fil des jours, la présence de Daniel dans les rues du village suscita une méfiance croissante. Son don de parler sans respirer n'inspirait plus la même admiration qu'auparavant. Au contraire, il planait comme une ombre silencieuse sur la communauté, semant le malaise et l'inquiétude parmi les habitants. Ce qui était le plus troublant, cependant, c'était l'intensité des propos de Daniel. Il ne se contentait pas de parler du présent, mais commençait à évoquer des événements passés, des choses que personne ne pouvait connaître. Sur un marché, par exemple, il aborda une femme âgée et lui parla du jour où elle avait perdu son fils, en disant « Le petit Jean courait près de la rivière, et vous ne l'avez pas vu. Mais il était là, au bord de l'eau, lorsque le vent l'a emporté en aval. » La femme se figea en entendant ces mots. Elle regarda Daniel avec un regard mêlant peur et incrédulité. Elle n'avait parlé à personne de cette journée tragique, mais d'une manière ou d'une autre, le garçon le savait. Bientôt, le village fut envahi par les rumeurs concernant les dons de Daniel. Si certains prirent leur distance, d'autres commencèrent à le considérer comme une sorte d'oracle, persuadés qu'il pouvait percer d'anciens mystères. Cependant, cette croyance n'était pas partagée par tous. Nombreux étaient ceux qui voyaient dans le don de Daniel un présage funeste. S'il peut connaître le passé, de quoi d'autre est-il capable? Se demandait-il. Dans ce contexte, un caractère particulier a émergé. Léonard Rousseau, le médecin de la ville voisine, contrairement aux autres, ne regardait pas Daniel avec la même crainte. Rousseau pensait que le don de Daniel pouvait avoir une explication scientifique, quelque chose que la médecine n'était pas encore capable de comprendre. Mais son intérêt pour Daniel n'était pas uniquement professionnel. Il cachait aussi un passé trouble qui se mêlait peu à peu à l'histoire du garçon. Léonard était un homme de peu de mots, mais au regard pénétrant. Il s'approcha de Daniel avec un mélange de curiosité et de compassion. Rousseau savait que pour comprendre ce qui arrivait au garçon, il lui faudrait remonter à son passé. Un passé que beaucoup au village préféraient ignorer. Peu à peu, le médecin commença à poser des questions sur l'enfance de Daniel, cherchant à comprendre l'origine de ce don. Il découvrit que, petit garçon, Daniel avait baigné dans le mystère et que sa mère, Charlotte, avait toujours fait preuve d'une foi inébranlable, sans doute liée au développement de ses capacités. Charlotte, quant à elle, était réticente à parler du passé, surtout de sa propre histoire et des circonstances de la conception de Daniel. Un voile d'ombre planait sur cette partie de sa vie, un secret qu'elle préférait garder enfoui. Lors d'une conversation avec Henri, le père de Daniel, Léonard commença à comprendre que leur relation était tendue. Henri, sceptique jusqu'au bout des ongles, pensait que sa femme projetait ses propres croyances religieuses sur leur fils. Il cherchait une explication rationnelle, quelque chose qu'il puisse contrôler. Charlotte, quant à elle, était fermement convaincue que Daniel était une bénédiction divine, choisie pour un dessein qu'elle seule pouvait comprendre. En poursuivant son enquête, Léonard fit une découverte troublante. Charlotte avait été victime d'un étrange accident dans sa jeunesse, avant de rencontrer Henri. Elle avait perdu la mémoire pendant un temps et, durant cette période, semblait avoir perdu une part essentielle de son identité. Daniel, né peu après cet événement, semblait porter les traces de cette tragédie. Léonard commença à percevoir les dons extraordinaires du garçon comme la conséquence d'un phénomène bien plus vaste qu'il ne pouvait encore expliquer. C'est alors qu'il commença à remettre en question sa propre foi, soupçonnant que sa recherche d'une explication scientifique ne soit qu'une tentative vaine de maîtriser l'incontrôlable. Léonard avait encore des doutes, mais il sentait que la vérité était plus proche qu'il ne l'imaginait. Le passé de Daniel refait surface,
et avec lui, les réponses que personne n'osait chercher. Quelque chose de plus profond et de plus mystérieux se produisait chez le garçon. Ce qu'il savait, ce qu'il voyait, semblait défier les lois de la nature. Mais le docteur était déterminé à découvrir ce qui, en réalité, reliait Daniel à une réalité que personne ne comprenait encore. À votre avis, quel lien existe-t-il entre le passé de Charlotte et les capacités de Daniel? La clé pour comprendre le garçon se trouve-t-elle dans l'histoire de sa mère? Laissez votre avis en commentaire. L'histoire de Daniel Frost continua de se répandre dans la région. Et avec elle, les tensions entre les villageois ne firent que s'accroître. Le comportement étrange du garçon, ses dons inexplicables et ses révélations sur le passé de ses proches commençaient à perturber l'équilibre de la communauté. Il ne s'agissait plus de foi ni de science. C'était quelque chose de bien plus important, quelque chose qu'on ne pouvait plus ignorer. Henri, le père de Daniel, commençait à ressentir le poids de la situation. Il ne voyait plus son fils comme avant, avec le calme et la sérénité d'antan. Son esprit pragmatique, qui avait jusqu'alors tenté d'ignorer les étranges révélations du garçon, se mit à se demander s'il n'y avait pas quelque chose qui clochait chez lui. Le fait que Daniel parle sans respirer, qu'il connaisse des secrets et des détails du passé d'autrui sans qu'on le lui ait révélé, était pour Henri bien plus qu'une simple anomalie. Les médecins de la ville voisine s'intéressèrent encore davantage à l'affaire. Ils voyaient en Daniel une occasion unique d'étude, mais aussi un danger. S'il était réellement capable d'accéder aux souvenirs d'autrui, même ceux d'un passé lointain, de quoi d'autre était-il capable? Daniel accédait-il à quelque chose de surnaturel? Ou n'était-ce qu'un tour de l'esprit humain, une illusion créée par l'imagination d'un enfant? Léonard Rousseau, le médecin chargé de l'enquête, commença à remarquer que le comportement de Daniel devenait de plus en plus erratique. Le garçon semblait se replier sur lui-même, comme pour protéger quelque chose, ou peut-être incapable de maîtriser l'ampleur de son propre pouvoir. Lors d'une visite chez Daniel, Rousseau le trouva assis seul dans un coin de sa chambre, fixant intensément une bougie allumée. Interrogé sur ce qu'il faisait, Daniel répondit simplement avec un calme déconcertant. « J'entends ce qu'ils n'entendent pas, les voix du passé. » Ces paroles troublèrent Rousseau. Comment un enfant si jeune pouvait-il parler de choses si profondes, si dérangeantes? Comment pouvait-il entendre des voix que personne d'autre n'entendait? Rousseau l'ignorait, mais jour après jour, il était de plus en plus convaincu que Daniel n'était pas un simple enfant, mais quelqu'un impliqué dans quelque chose qui le dépassait. Entre-temps, les villageois se divisèrent davantage. Ceux qui avaient auparavant respecté Daniel commencèrent à s'interroger sur ses intentions. Des rumeurs circulaient, il serait maudit, ses pouvoirs seraient le fruit d'un pacte obscur avec des forces qui dépassent le contrôle humain. Certains commencèrent même à craindre qu'il soit responsable des événements qui se produisaient dans la région. Maladie mystérieuse, mort inexpliquée. Charlotte, sa mère, se repliait de plus en plus sur elle-même. Elle était fermement convaincue que Daniel était l'élu, mais ses convictions devenaient plus intenses et exclusives. Elle s'isolait davantage, évitant la compagnie des autres, persuadée que le destin de son fils était scellé et que la seule chose à faire était de le protéger à tout prix. Henri, de son côté, commença à prendre des mesures plus radicales. Il décida d'emmener Daniel hors du village, persuadé que s'éloigner des habitants et de la pression de la communauté serait préférable pour le garçon. Mais tandis qu'il tentait de protéger son fils, il ne pouvait se défaire du sentiment grandissant qu'une force plus sombre était à l'œuvre. À chaque nouvelle révélation de Daniel, il se sentait encore plus incapable de comprendre ce qui se passait et toujours plus pris au piège d'un réseau de mystères et de peurs. Déterminé à cerner les limites des capacités de Daniel, Léonard Rousseau lui proposa de l'accompagner lors d'une séance de lecture du passé. Rousseau préparait une expérience. Il commencerait par un sujet simple, une personne du village avec laquelle Daniel avait peu ou pas de contact. Durant la séance, il poserait des questions pour observer les réactions du garçon. La première expérience eut lieu avec Madame Bernadette, une vieille dame aimée de tous au village. Elle était réputée pour sa bonté et considérée comme un pilier de la communauté.
Rousseau demanda à Daniel de décrire un événement de sa vie que personne d'autre ne connaissait. Daniel ferma les yeux un instant, comme s'il écoutait quelque chose de lointain. Puis, il commença à parler avec une clarté inhabituelle. « Tu avais un frère. Il est mort quand tu étais petit. C'était l'hiver le plus froid de ta vie. Il s'est perdu dans les montagnes, et tu ne l'as jamais revu. Mais il te manque toujours. Il est toujours là, près de toi, mais tu ne le reconnais plus. » Les paroles de Daniel firent mouche. Madame Bernadette, qui n'avait jamais parlé de son frère disparu, pâlit et les larmes lui montèrent aux yeux. Comment le savait-il? Rousseau était sous le choc. Il était impossible que Daniel ait inventé cela. Le garçon ne pouvait pas être au courant de quelque chose d'aussi profond et personnel. Dès cet instant, Rousseau comprit que ce qui arrivait à Daniel n'était pas un simple mystère. C'était une question de vie ou de mort. Si Daniel pouvait accéder aux souvenirs des autres, alors il était bien plus qu'un garçon doté d'un don inhabituel. Il détenait la clé de quelque chose de bien plus vaste, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore pleinement. À votre avis, que peut voir Daniel dans les souvenirs des autres? Croyez-vous qu'il soit simplement un enfant doté de capacités hors du commun? Ou y a-t-il quelque chose de plus sombre derrière tout ça? Laissez votre avis dans les commentaires. Les jours passèrent et la tension dans le village devint insoutenable. Le pouvoir de Daniel n'était plus une simple curiosité. C'était une force qui perturbait la paix et l'équilibre de tous ceux qui l'entouraient. Chaque jour, il révélait de nouveaux secrets, de nouveaux souvenirs de personnes restées cachées jusque-là. Et plus Daniel parlait, plus les villageois s'interrogeaient sur la nature de son don ou de sa malédiction. Henri, qui avait jusqu'alors tenté de se tenir à l'écart, ne pouvait plus dissimuler son angoisse grandissante. Il avait pris la décision d'emmener Daniel à Paris, loin du village, espérant y trouver des réponses, ou du moins un certain soulagement. Mais Charlotte s'y opposait farouchement. Pour elle, Daniel accomplissait une mission plus grande, qui dépassait l'entendement humain. Elle était convaincue que la mission de son fils était d'origine divine, qu'on ne pouvait l'arracher à ce lieu, que leur destin était intimement lié à celui du village et que rien ne pourrait les séparer. Le conflit entre les parents s'intensifia. Henri ne pouvait plus ignorer que Daniel était bien plus que ce qu'il avait imaginé. Tandis qu'il luttait contre ses propres doutes et ses propres craintes, Charlotte approfondissait ses convictions. Elle était persuadée que le garçon était un intermédiaire entre le monde des vivants et celui des morts, un être capable d'entendre et de parler avec ceux qui étaient déjà décédés. Elle croyait qu'il était un messager divin, envoyé pour apporter un message crucial au village. Et, malgré tous les efforts d'Henri pour la discréditer, Charlotte ne céda pas. Les disputes entre le couple s'envenimaient, ponctuées d'insultes et d'accusations d'incompréhension. Henri avait l'impression de perdre sa femme au profit d'une chimère religieuse, tandis que Charlotte pensait que son mari était aveuglé par la peur et la logique. Le fossé qui les séparait semblait infranchissable. Parallèlement, la curiosité des autres villageois à l'égard de Daniel ne cessait de croître. Nombre d'entre eux commencèrent à le rechercher pour obtenir des réponses sur leur propre existence. Le village, qui auparavant le considérait avec un mélange de respect et de crainte, était désormais divisé. Certains voyaient en Daniel un remède, d'autres une menace. Le mystère qui entourait Daniel ne se limitait plus à ses dons extraordinaires. Il semblait comprendre ce qui se passait autour de lui d'une manière qui dépassait la simple observation. Il savait ce que les gens avaient vécu, ce qui les avait profondément marqués, et il pouvait exprimer ses souvenirs d'une façon qui donnait souvent l'impression qu'il était le reflet des âmes qui l'entouraient. Mais il y avait autre chose, quelque chose que Daniel ignorait encore. Il commença à avoir des visions d'un passé encore plus lointain, un passé qui n'avait pas fait partie de sa vie ni de celle de son entourage. Parfois, il se retrouvait dans des lieux et des époques qu'il ne reconnaissait pas, entendant des voix de gens d'autrefois. Ces visions devinrent plus intenses et plus fréquentes, amenant Daniel à s'interroger sur sa propre existence et sur la signification de son don. C'est dans l'une de ces visions que Daniel fut témoin d'une scène qui le bouleversa profondément. Il se retrouva sur une place, observant une foule qui semblait célébrer quelque chose.
Il ignorait où il se trouvait et comment il était arrivé là, mais la sensation était si vive, presque comme s'il y était réellement. Il aperçut un homme en particulier, aux yeux sombres et à l'air grave, qui l'observait de loin. Quelque chose chez cet homme lui semblait familier, comme s'il surgissait d'un passé que Daniel ne pouvait comprendre. À son réveil, Daniel était troublé. Il raconta sa vision à ses parents, mais Henri et Charlotte étaient divisés. Henri voulait qu'il quitte le village immédiatement, craignant un danger imminent. Charlotte, quant à elle, insistait sur le fait que la vision de Daniel était une révélation divine, quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Elle croyait que l'homme de la vision, avec ses yeux sombres, était un signe, une figure du passé qui avait encore un compte à régler avec eux. Les tensions montaient chez les Frost, mais le pire était à venir. Tandis que les parents de Daniel s'affrontaient, le village commençait à réagir avec plus d'agressivité. Certains des plus anciens prenaient leur distance, convaincus que Daniel ne devait plus être considéré comme un enfant prodige, mais comme une menace. Certains en vinrent même à parler de les expulser du village, craignant que les visions de Daniel n'entraînent davantage de souffrance. Parmi ces voix, la voix de Élisabeth, une femme qui avait perdu sa fille des années auparavant dans un tragique accident, chercha Daniel en espérant qu'il puisse lui donner des nouvelles de sa fille. Mais Daniel la regarda droit dans les yeux et dit « Elle repose en paix, mais on ne trouve jamais la paix tant qu'on cherche des réponses qui n'ont plus d'importance. » Ces mots laissèrent Élisabeth sous le choc, mais en même temps, elle ressentit un étrange soulagement. Elle savait que Daniel n'avait pas pu inventer cela, mais d'un autre côté, le sentiment de perte était trop profond pour être effacé par de simples mots. Le conflit entre les personnages principaux était à son comble, et les intrigues secondaires impliquant les villageois commencèrent à s'entremêler de façon plus complexe. Chacun, avec ses propres secrets, commença à voir Daniel non plus comme un enfant innocent, mais comme le reflet de ses propres peurs et regrets. Pensez-vous que les visions de Daniel soient une forme de rédemption pour ceux qui cherchent des réponses ou le signe qu'il perd le contrôle? Partagez votre avis dans les commentaires. La situation au village était explosive. Daniel n'était plus seulement perçu comme un enfant prodige, mais comme un phénomène incontrôlable. Le conflit entre ses parents s'intensifiait. Henri, de plus en plus désespéré, cherchait une solution rationnelle, tandis que Charlotte s'accrochait toujours plus fermement à sa foi. À chaque nouveau secret révélé par Daniel, l'équilibre entre la peur et l'espoir devenait plus fragile. C'est alors que s'est produit le tournant, un événement que personne n'aurait pu prédire. Une nuit, Daniel eut une vision qui le perturba profondément. Il revit la place de sa vision précédente, mais cette fois, l'homme aux yeux sombres était plus proche. Il le fixait intensément, comme s'il cherchait à lui communiquer quelque chose. Puis l'homme parla, mais ses paroles ne s'adressaient pas à Daniel. Elles étaient destinées à tous ceux qui l'entouraient, comme s'il parlait du passé, mais aussi de l'avenir. Il a besoin de connaître la vérité. Il ne peut plus vivre dans le mensonge. Daniel se réveilla brusquement en sueur, le cœur battant la chamade. Il sentait que sa perception avait changé. Cette vision n'était plus seulement le reflet d'un événement du passé, c'était un message. Le message qu'il y avait quelque chose de caché, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore, mais qu'il devait absolument découvrir. Le lendemain, Daniel rassembla son courage pour parler de ce qu'il avait vu. Il alla trouver Henri et Charlotte, le regard intense, ce qui les effraya. Il commença à raconter ce qu'il avait appris, décrivant avec une clarté troublante les paroles de l'homme de la vision. Mais il y avait plus. Il parla du passé de Charlotte, un passé qu'elle n'avait jamais révélé à personne. « Tu n'es pas celle que tu crois être, maman. Il y a un pan de ton passé que tu préfères oublier. L'homme aux yeux sombres, tu l'as connu bien avant ma naissance. » Les paroles de Daniel frappèrent Charlotte comme un coup de poing. Elle tenta de garder son calme, mais son visage pâlit. Henri, qui n'avait jamais vraiment cru au don de Daniel, commença à s'interroger. Il ignorait si c'était vrai ou si Daniel mélangeait simplement ses visions à ses propres peurs. Mais il était impossible d'ignorer les paroles de son fils. Charlotte ne pouvait plus le cacher. Elle avait vécu toute sa vie avec une douleur secrète, une douleur qu'elle n'avait pu partager avec personne, pas même avec Henri.
Des années auparavant, alors qu'elle était encore jeune, elle avait eu une liaison avec un homme mystérieux, un homme qui, pour une raison inconnue, avait disparu de sa vie. Cet homme avait les yeux sombres que Daniel avait vus, et lorsqu'il s'était évanoui, il avait emporté avec lui un morceau du cœur de Charlotte. Le nom de l'homme, comme Daniel l'avait révélé, était Jean-Baptiste Delacroix, un homme qui, finalement, avait mystérieusement disparu, ne laissant derrière lui que des questions sans réponse. Charlotte n'avait jamais su ce qui lui était réellement arrivé, mais à présent, les paroles de Daniel la forçaient à affronter cette part cachée de son passé. Henri, abasourdi, garda le silence. Il ignorait tout de cette histoire, et cette révélation le bouleversa profondément. Pendant des années, il avait cru que sa femme avait toujours été transparente avec lui, mais il se retrouvait maintenant face à une femme qui, tout ce temps, avait gardé un secret susceptible de tout changer. La révélation de Daniel a non seulement ébranlé les fondements de la famille, mais a aussi mis en lumière une vérité que personne n'était préparé à affronter. Le lien entre Charlotte et Jean-Baptiste Delacroix était plus vivace que jamais, et les paroles de Daniel indiquaient que l'homme aux yeux sombres avait encore un rôle à jouer, quelque chose d'inachevé avec Charlotte, quelque chose qui pourrait bouleverser le destin de chacun. Entre-temps, le village, déjà divisé, se retrouvait confronté à une vague d'incertitude grandissante. La crainte que Daniel ne soit porteur d'une vérité dangereuse poussait beaucoup à l'éviter, mais aussi à le rechercher avec plus d'insistance. On voulait des réponses. Le pouvoir de Daniel, celui de savoir ce que nul autre ne savait, avait dépassé les limites de la compréhension humaine. Désormais, plus personne ne savait à qui se fier. Henri, désespéré, savait qu'il devait agir. Il ne croyait plus pouvoir maîtriser la situation. Sa recherche d'une explication logique semblait de plus en plus vaine. Mais ce qu'il ignorait, c'est que, dans sa propre maison, la vérité était sur le point d'éclater, et que cette vérité pourrait bouleverser à jamais la vie de tous ceux qui étaient impliqués dans l'histoire de Daniel Frost. Que pensez-vous des révélations de Daniel sur le passé de Charlotte ? A-t-il réellement le pouvoir d'accéder à des secrets aussi profonds ou y a-t-il autre chose en jeu? Laissez votre avis dans les commentaires. Après les révélations de Daniel sur le passé de Charlotte, l'atmosphère chez les Frost devint pesante et tendue. Henri, bouleversé par la vérité qu'il venait de découvrir, se replia sur lui-même, silencieux. Il ne pouvait plus regarder Charlotte de la même façon. La femme avec qui il avait passé tant d'années, à qui il avait confié ses rêves et sa vie, semblait désormais cacher un secret insoupçonné. Charlotte, quant à elle, était sous le choc. Les révélations de Daniel avaient ravivé toutes les vieilles blessures qu'elle avait soigneusement enfouies au fil des ans. Elle s'efforçait de garder son calme, mais le poids de son passé devenait de plus en plus difficile à supporter. Les paroles de Daniel n'étaient pas seulement un rappel du passé, mais un appel à affronter ce qu'elle avait toujours redouté. Le village, à son tour, était en proie au chaos. La peur et la méfiance s'étaient accrues de façon dramatique. Ceux qui avaient jadis vu en Daniel une bénédiction redoutaient désormais ses pouvoirs. Il n'était plus perçu comme un prodige, mais comme celui qui pouvait révéler les secrets les plus inavouables de chacun, une force incontrôlable. Les gens commencèrent à prendre leur distance, et ceux qui s'approchaient le faisaient avec prudence, comme si, en regardant Daniel, ils contemplaient le reflet de leur propre peur. Des rumeurs commencèrent à circuler. Certains disaient qu'il était porteur d'une malédiction, d'autres croyaient qu'il était la clé du salut. Mais tous partageaient la même crainte, celle de l'inconnu. Léonard Rousseau, le médecin, était l'un des rares à encore tenter d'appréhender la situation d'un point de vue scientifique. Il pensait que Daniel avait peut-être accès à une partie de l'esprit humain que nul autre ne comprenait. Mais les dernières révélations sur le passé de Charlotte l'amenèrent à remettre en question ses propres méthodes. Ce qu'il avait auparavant considéré comme une anomalie lui semblait désormais faire partie de quelque chose de plus vaste, quelque chose que la science seule ne pouvait expliquer. Il tenta de se rapprocher de Daniel, cherchant à mieux comprendre les visions et les connaissances du garçon. Cependant,
Lorsque Daniel commença à révéler les secrets personnels de Rousseau, le médecin fut pris de malaise. Il évoqua un traumatisme de jeunesse, un secret que le médecin avait gardé pendant des années, la mort de sa sœur, dans des circonstances mystérieuses, alors qu'il était encore enfant. Tu as toujours porté cette douleur, mais elle ne t'a jamais vraiment appartenu. Elle t'a été imposée. Elle est encore présente aujourd'hui, mais tu ne l'as jamais vue. Elle t'attend. Ces mots laissèrent Rousseau perplexe. Il n'avait jamais parlé de sa sœur à personne. Comment Daniel le savait-il? La peur s'empara du médecin. Il ne savait plus que penser. Il commençait à croire que Daniel possédait véritablement un don surnaturel, quelque chose qui dépassait toute explication. Mais ce n'était pas tout. Au fil des jours, Daniel commença à s'éloigner du village. Il ne se sentait plus à l'aise avec ce qui se passait autour de lui. Les voix qu'il entendait, les visions qu'il avait, devenaient un fardeau insupportable. Il avait l'impression d'être consumé par quelque chose qui le dépassait. Dans un moment de désespoir, Daniel se retira dans le champ. Il resta assis en silence, le regard perdu à l'horizon. Il ne savait plus distinguer le réel du fruit de son imagination. La peur et l'angoisse liées à son propre pouvoir le rongeaient de l'intérieur. Il ne voulait pas être au centre de toute cette attention, mais il savait, d'une manière ou d'une autre, qu'il lui était impossible d'y échapper. C'est à ce moment précis qu'il eut une autre vision. Ce n'était plus une vision du passé ni du présent, mais une vision de l'avenir. Il vit une silhouette aux mêmes yeux sombres qui l'avait tourmenté ces dernières semaines. C'était l'homme avec qui Charlotte avait eu une liaison par le passé, mais il était de retour. Et il n'était pas seul. Une foule, une masse de gens approchait du village, comme si elle se dirigeait vers Daniel. Il ignorait ce qu'il voulait, mais un pressentiment lui disait que tout allait basculer. À son retour, Henri et Charlotte l'attendaient. Le silence était pesant et le doute se lisait dans les yeux d'Henri. Il ne savait plus quoi faire des informations qu'il avait reçues. Il craignait pour sa famille, il craignait l'avenir. Charlotte, le regard profond et absent, s'approcha de Daniel. Elle savait qu'il était submergé par son propre pouvoir, mais elle savait aussi qu'il n'avait aucun contrôle sur ce qui se passait. Elle devait protéger son fils, mais elle savait également qu'à un moment donné, il devrait affronter la vérité qui se profilait. Croyez-vous que Daniel perde le contrôle de ses pouvoirs, ou voit-il simplement quelque chose que personne d'autre ne peut comprendre? Que pensez-vous qu'il verra à l'avenir? Partagez votre avis dans les commentaires. Après le tourbillon de révélations et la peur grandissante qui s'était emparée du village, Daniel se sentait perdu. Ses dons, qu'il avait jadis rendus exceptionnels, étaient devenus un fardeau insupportable. Il ne parvenait plus à distinguer le réel des visions confuses. Le poids des mots entendus, des secrets révélés et la pression de maîtriser ce qui lui semblait être un don ou une malédiction étaient plus qu'il ne pouvait supporter. Chaque jour, il s'éloignait un peu plus du village, un peu plus de sa famille. Henri, sentant la distance qui le séparait de son fils, commença à comprendre qu'il était peut-être temps de changer d'approche. Sa logique, qui avait jusqu'alors guidé ses décisions, lui paraissait désormais inadaptée à la gravité de la situation. Il était perdu, ne sachant comment protéger son fils de lui-même et de ce qui l'attendait. Charlotte, quant à elle, s'accrochait à sa foi inébranlable, persuadée que Daniel était destiné à accomplir une mission plus grande. Elle voyait dans la souffrance de son fils une étape du processus divin, une nécessité pour qu'il puisse atteindre son plein potentiel. Mais malgré sa foi, elle aussi commença à se demander si les visions et les révélations de Daniel ne cachaient pas quelque chose de plus profond. C'est par une nuit froide, alors que le village était plongé dans le silence, que Daniel vécut une expérience qui allait tout changer. Seul dans le champ, le clair de lune éclairant son visage, il ressentit, pour la première fois, une paix véritable. Il n'entendait plus les voix du passé, ni les tensions du village. Il était simplement là, en silence, sentant la terre sous ses pieds, le vent sur son visage. Il ferma les yeux et, l'espace d'un instant, parvint à se reconnecter à quelque chose en lui. Quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps. C'est alors qu'il comprit. Ces visions n'étaient ni des malédictions, ni des châtiments.
Elle lui permettait de voir ce qui lui était autrement invisible. Il comprit alors que ses dons ne servaient pas seulement à révéler des secrets, mais aussi à panser les blessures cachées au fond des gens et aux siens. Pour la première fois, il sentit que ses pouvoirs pouvaient être une force de guérison et non de destruction. De retour chez lui, il aborda Charlotte et Henri avec un regard neuf. Il ne fuyait plus ses pouvoirs, mais était prêt à les accepter comme une part intégrante de son être. Il devait affronter ce qui se cachait en lui, et cela ne signifiait pas nier sa vérité, mais l'embrasser. Il partagea avec ses parents la révélation qu'il avait eue la nuit précédente, et cela, d'une certaine manière, lui apporta un certain soulagement. La tension dans la maison sembla s'apaiser, mais surtout, Daniel paraissait plus calme. Henri, bien que toujours sceptique quant à l'idée que Daniel fût spécial d'une manière surnaturelle, commença à comprendre que son fils avait besoin de son soutien pour faire face à la situation. Il comprit qu'il ne pouvait plus tenter de contrôler ou de nier ce qui se passait, mais plutôt accompagner Daniel dans le cheminement qu'il devait entreprendre. Forte de sa foi retrouvée, Charlotte se sentait plus proche de son fils. Elle pressentait qu'il allait affronter une épreuve difficile, mais elle l'envisageait désormais avec plus de recul. Son besoin de le protéger s'était mué en désir de le guider, de l'aider à trouver sa propre voie. Le plus grand défi, cependant, restait à venir. Daniel savait que la silhouette aux yeux sombres qui le hantait tant n'était pas une simple vision du passé, mais le symbole de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il devait comprendre. Il savait qu'en affrontant cet homme, il se confronterait aussi aux ombres de son propre passé, et que ce serait probablement le seul moyen d'atteindre une paix véritable. Le parcours de Daniel était loin d'être terminé, mais il sentait désormais qu'il possédait les ressources intérieures nécessaires pour affronter l'avenir. Il n'était plus un enfant perdu, dominé par ses dons. Il commençait à comprendre la véritable signification de son talent. Que pensez-vous du changement de perspective de Daniel ? Croyez-vous qu'il ait trouvé la véritable raison de ses capacités, ou y a-t-il encore quelque chose qu'il doit comprendre? Laissez votre avis dans les commentaires. L'atmosphère était tendue dans le village, mais une certaine appréhension planait. Les révélations de Daniel sur le passé de Charlotte et sa compréhension grandissante de ses propres pouvoirs allaient mener tout le monde à un point de non-retour. Daniel sentait que malgré tous les progrès accomplis, quelque chose de bien plus important l'attendait. L'homme aux yeux sombres, Jean-Baptiste Delacroix, planait toujours sur sa vie comme une ombre, et Daniel savait que le seul moyen de comprendre pleinement ses pouvoirs et sa mission était de l'affronter. Henri et Charlotte, tout en continuant à se débattre avec leurs propres dilemmes, commencèrent à comprendre qu'ils ne pouvaient plus protéger Daniel de son destin. Henri, avec son esprit pragmatique, finit par accepter qu'il n'y avait aucune explication logique à ce qui se passait. Le monde dans lequel il vivait ne pouvait être mesuré ni compris par les critères de la science conventionnelle. Il commença à se résigner à l'idée que des forces supérieures étaient à l'œuvre, des forces qu'il ne pouvait contrôler, mais qu'il lui fallait comprendre. Charlotte, quant à elle, se préparait à affronter son passé. Elle savait que la confrontation avec Jean-Baptiste ne se limiterait pas à un simple échange avec un homme, mais impliquerait aussi de faire face aux démons intérieurs qu'elle avait si longtemps enfouis. Elle devait se confronter à la vérité sur son amour perdu, sur ce qui s'était réellement passé avec Jean-Baptiste et sur l'influence que cela avait eue sur toute sa vie, y compris ses relations avec Henri et Daniel. Entre-temps, Daniel sentait ses visions s'intensifier. Les images de Jean-Baptiste lui apparaissaient plus fréquemment et le lien entre les deux hommes devenait plus évident. Daniel ne voyait plus cet homme comme un simple spectre du passé, mais comme une partie intégrante de sa propre histoire, une histoire qu'il devait comprendre pour aller de l'avant. C'était par un matin brumeux, alors qu'il marchait dans la forêt près du village, que Daniel eut une vision qui allait tout changer. Il vit Jean-Baptiste face à face, non plus comme une silhouette lointaine, mais comme un homme réel, au regard profond et pénétrant. Cette fois, il n'était pas seul. D'autres personnes l'entouraient,
toutes le visage grave et sérieux, comme si elles attendaient quelque chose. Jean-Baptiste regarda Daniel droit dans les yeux, et pour la première fois, parla. « Tu sais déjà ce que tu dois faire, Daniel. Ton cheminement ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce que tu choisis de croire. » Ces mots, prononcés avec un calme troublant, résonnèrent dans l'esprit de Daniel. L'homme ne parlait plus par énigme. Il offrait à Daniel un choix lié au destin de tous ceux qui l'entouraient. Ce fut un tournant. Daniel comprit que l'homme aux yeux sombres n'était pas seulement une figure du passé de sa mère, mais la représentation de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui touchait à son essence même et à la raison d'être de ses dons. Cette rencontre, bien que brève, suffit à Daniel pour comprendre l'enjeu. Il devait se préparer mentalement et émotionnellement à ce qui allait suivre. La confrontation avec Jean-Baptiste ne serait pas seulement un combat physique ou psychologique, mais aussi un combat intérieur. Daniel devait décider qui il voulait être et quelle vérité il était prêt à accepter. De retour chez lui, il s'entretint avec ses parents et leur raconta ce qu'il avait vu et appris. Malgré la persistance des doutes et des craintes, une nouvelle compréhension s'était instaurée entre eux. Henri, avec son pragmatisme, commença à voir Daniel différemment. Non plus comme un enfant doté de pouvoirs surnaturels, mais comme quelqu'un qui avait besoin de son aide pour affronter l'avenir. Charlotte, forte de sa foi retrouvée, savait que le temps de protéger son fils touchait à sa fin. Elle ne pouvait plus l'empêcher de suivre la voie qu'il avait choisie. Mais le plus grand défi restait à venir. Daniel savait que pour affronter Jean-Baptiste, il lui faudrait bien plus que du courage. Il lui faudrait comprendre pleinement la nature de son don et la vérité dissimulée derrière les visions et les secrets. Il devait se préparer à une confrontation qui changerait tout, non seulement pour lui, mais aussi pour sa famille et pour tout le village. Alors que le village était en suspens, et que le destin de chacun était sur le point d'être scellé, Daniel se retira dans un lieu isolé pour méditer et réfléchir aux paroles que Jean-Baptiste lui avait adressées. Il savait que la prochaine étape serait cruciale et qu'il devait s'y préparer, non seulement pour affronter l'homme aux yeux sombres, mais aussi pour faire face à sa propre vérité et accepter le rôle qu'il était destiné à jouer. À votre avis, que doit faire Daniel pour se préparer à la confrontation avec Jean-Baptiste? Croyez-vous qu'il soit prêt à affronter sa vérité et son destin? Laissez votre avis en commentaire. La tension était à son comble dans le village. Chacun savait que le moment tant redouté par Daniel était enfin arrivé. Les visions qu'il avait eues ces derniers jours étaient plus intenses que jamais, et il savait qu'il ne pouvait plus fuir la vérité. L'homme aux yeux sombres, Jean-Baptiste Delacroix, était à sa porte, non plus une ombre du passé, mais une présence réelle et tangible avec laquelle il allait devoir affronter son destin. Daniel était préparé, mais pas comme il l'avait imaginé. Il savait que l'affrontement ne serait pas seulement physique, mais aussi intérieur, une lutte pour l'acceptation de soi et de sa destinée. Il était confronté au choix le plus difficile de sa vie, continuer à se cacher derrière son don ou l'embrasser pleinement, sans craindre les conséquences pour sa famille, pour le village et pour lui-même. Lorsque Daniel sortit pour rejoindre Jean-Baptiste, les craintes qu'il avait auparavant rongées s'étaient dissipées. Il était calme, concentré, comme s'il avait enfin trouvé la paix intérieure. L'apparition de Jean-Baptiste l'attendait sur la même place où il l'avait aperçu pour la première fois. Mais les circonstances étaient différentes. La place était déserte, le ciel couvert, et une atmosphère pesante régnait. Jean-Baptiste était là, le fixant de son regard perçant. Il n'avait plus l'air de l'homme mystérieux d'autrefois, mais d'une figure sombre et imposante, comme la personnification de tout ce que Daniel craignait, de tout ce qu'il était destiné à affronter. Pourtant, quelque chose avait changé. Daniel ne ressentait plus la peur paralysante qu'il avait saisie auparavant. Il éprouvait une clarté inédite, comme si, enfin, tout s'éclairait. « Es-tu prêt, Daniel ?» demanda Jean-Baptiste d'une voix grave et provocatrice. « Tu sais déjà ce que tu dois faire, mais la question est, es-tu prêt à faire le sacrifice nécessaire ?» Daniel le regarda, le regard fixe et déterminé. Il savait que l'homme en face de lui n'était pas seulement une menace, mais la clé de sa propre compréhension.
Il ne s'agissait pas seulement de Jean-Baptiste, il s'agissait de lui-même, de ce qu'il choisirait de devenir. « Je n'ai plus peur de toi », répondit Daniel d'une voix calme, mais empreinte d'une force renouvelée. « Je n'ai plus peur de ce que tu représentes. Je sais que tu es là pour me montrer ce que j'ai besoin d'apprendre, mais je ne suis plus un enfant qui a besoin d'être guidé par ses peurs. » Jean-Baptiste sourit, mais ce n'était pas un sourire de victoire. C'était un sourire de respect, comme s'il pressentait un tournant dans la bataille. Il fit un pas en avant, les yeux sombres fixés sur Daniel. « Alors, tu comprends, mais il y a autre chose que tu ne comprends pas encore, mon jeune ami. La véritable épreuve n'est pas de surmonter tes peurs, mais d'accepter qui tu es. Tu as le pouvoir de changer le destin de tous ceux qui t'entourent, mais pour cela, tu dois embrasser ta véritable essence, sans réserve. Tu dois faire un choix. » Et c'est à ce moment précis que la véritable nature du conflit se révéla. Daniel ne se battait pas seulement contre Jean-Baptiste ou ses pouvoirs. Il se battait contre l'idée même de ce qu'il devait être. Il affrontait la peur de s'accepter pleinement, d'embrasser à la fois ses faiblesses et ses forces. L'homme aux yeux sombres n'était pas son ennemi. Il était le reflet de ses propres doutes, de son propre questionnement sur sa véritable identité. Leur confrontation n'était pas un combat physique, mais une lutte de volonté et de choix. Daniel devait comprendre que pour aller de l'avant, il ne pouvait plus vivre dans l'ombre des autres, ni sous le poids des attentes de ses parents ou du village. Il devait être lui-même, sans craindre les conséquences. Jean-Baptiste, comprenant que Daniel avait saisi la vérité, recula d'un pas. Il n'était pas là pour le détruire, mais pour le mettre à l'épreuve, pour le guider vers la compréhension de son propre pouvoir. « Tu as déjà gagné, Daniel, » dit Jean-Baptiste, la voix désormais pleine d'admiration. « Tu as choisi d'embrasser ta vérité. À présent, tu es libre de décider de ce que tu feras de ton destin. » Sur ces mots, la silhouette de Jean-Baptiste commença à s'estomper, telle une fumée se dissipant au vent. Daniel resta là, seul, mais le poids du doute l'avait enfin quitté. Il était en paix, comme jamais auparavant. Il savait ce qu'il devait faire, non seulement accepter ses dons, mais les mettre au service d'une cause plus grande, d'une cause qui transcende sa propre existence. Quand Daniel rentra chez lui, Henri et Charlotte l'attendaient. La peur qui les avait saisis auparavant avait disparu. Un sentiment de renouveau flottait dans l'air, comme si chacun avait été libéré des chaînes qui le retenaient prisonnier. « Je comprends, papa, maman. Je sais qui je suis maintenant, » dit Daniel, les yeux brillants d'une compréhension nouvelle. Le village, malgré des tensions persistantes, commença à changer. Les gens ne se mirent plus à regarder Daniel avec crainte, mais avec un respect nouveau. Ils savaient qu'il n'était pas seulement un enfant aux dons extraordinaires, mais quelqu'un qui avait compris le véritable sens de ses visions et de ses révélations. La confrontation avec Jean-Baptiste n'était pas une fin, mais le début d'une nouvelle ère. Daniel n'était plus l'enfant perdu, mais un homme qui avait accepté sa vérité et était prêt à utiliser son don pour transformer l'avenir, penser les blessures du passé et donner un nouveau sens à ce qui avait semblé être une malédiction. Que pensez-vous de la décision de Daniel d'accepter sa vérité? Croyez-vous qu'il ait fait le bon choix en acceptant ses pouvoirs? Partagez votre avis dans les commentaires. Des années s'étaient écoulées depuis la confrontation décisive entre Daniel et Jean-Baptiste. Le village, jadis divisé et apeuré, prospérait désormais dans un climat de renouveau et d'harmonie. Daniel, pleinement conscient de ses dons et de sa mission, était devenu une figure centrale, non plus comme un prodige craint, mais comme un guide sage et serein. Il mettait son talent au service des autres pour les aider à panser les blessures émotionnelles et spirituelles que la vie leur avait infligées. Henri, qui s'était d'abord opposé à l'idée que son fils fût spécial, soutenait désormais ardemment la mission de Daniel. Lui et Charlotte, plus proches que jamais, l'accompagnaient dans son parcours, non pas en protecteur, mais en soutien, reconnaissant l'homme qu'il était devenu. La vision que Daniel avait de sa famille, de lui-même et du monde qui l'entourait était plus claire que jamais. Il commença à enseigner aux autres l'importance d'accepter leur propre vérité, de se tourner vers l'intérieur et d'affronter leurs peurs.
Il savait que nul ne pouvait changer le passé, mais que chacun pouvait choisir comment réagir face à l'avenir. Son histoire se répandit dans toute la région, inspirant d'autres personnes à regarder leur propre part d'ombre et à accepter les aspects d'elles-mêmes qu'elles avaient craints. Avec l'âge, Charlotte trouva la paix. Elle se réconcilia pleinement avec son passé et avec Jean-Baptiste, comprenant qu'il avait, d'une certaine manière, contribué à son évolution. Elle accepta que, même si leur histoire d'amour avait été une épreuve douloureuse, elle avait été nécessaire pour qu'elle puisse en arriver là où elle était aujourd'hui. Avec le temps, Henri a lui aussi acquis une nouvelle perspective sur ce que signifiait être père. Il ne voyait plus Daniel comme un être à protéger, mais comme un compagnon de route. Celui qui avait été jadis sceptique et distant est devenu le plus grand soutien de son fils, l'accompagnant dans sa quête de réponse et le reconnaissant enfin comme l'homme qu'il avait toujours su que Daniel pouvait devenir. L'homme aux yeux sombres, Jean-Baptiste, avait disparu du monde de Daniel, mais sa présence se faisait encore sentir. Il avait rempli son rôle, mettant Daniel à l'épreuve tout en le guidant. Sa mission, d'une certaine manière, était accomplie. Il disparut aussi mystérieusement qu'il était apparu, mais Daniel savait qu'il avait été le reflet de ses propres doutes, et aussi de sa propre vérité, la vérité qu'il avait choisi d'embrasser. À présent, Daniel traversait le village avec une assurance tranquille. Il n'était plus le garçon qui parlait sans reprendre son souffle, mais l'homme qui comprenait la complexité de la vie, des sentiments et des choix, et en regardant l'horizon, il savait que son voyage n'était pas terminé. Il y avait encore beaucoup à apprendre, beaucoup à guérir et beaucoup à enseigner. Mais pour la première fois, il était en paix avec lui-même. Le village le vénérait, mais ce qui importait le plus, c'était le respect qu'il avait pour lui-même et pour le monde qui l'entourait. À chaque pas, il savait que sa mission ne faisait que commencer. Une mission non pas de révélation, mais de transformation. Une transformation qui venait de l'intérieur. Que pensez-vous de l'avenir de Daniel ? Quel impact son voyage aura-t-il sur le village et ses habitants? Laissez votre avis en commentaire. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Qu'avez-vous pensé du parcours de Daniel? Quel impact ont eu, selon vous, les choix qu'il a faits tout au long de sa vie? Et si vous pensez que cette histoire aurait pu avoir une fin différente, partagez votre version dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires passionnantes et des mystères à élucider. À bientôt.